Êtes-vous la ministre du séparatisme scolaire? Êtes-vous une ministre qui fera appliquer partout la loi de la République? Un engrenage qui voudrait faire de moi maintenant le symbole d'une caste de privilégiés à combattre, à abattre. Manifestement, le collège Stanislas est un territoire perdu de la République où la loi ne s'applique pas. On y croit et on y pratique le séparatisme. Si on doit faire exactement la même chose que le public, pourquoi on existerait? Ça n'a aucun intérêt. Le collège Stanislas devrait à son tour voir son contrat d'association rompu. Dans le cas contraire, chacun constaterait que la sévérité frappe le lycée musulman quand le silence protège le collège catholique. Ce rapport parlementaire qui exige davantage de contrôle des établissements privés. C'est un partenaire toxique qui met à mal l'école publique et qui met à mal du coup tout le système scolaire. Ça coûte cher à l'État et qu'on ne sait pas exactement ni combien, ni à quoi sert cet argent. Ce rapport sur l'enseignement privé tient juste à faire supporter l'échec de l'enseignement public. On ne peut que s'interroger sur le sens politique d'un tel rapport. Veut-on ranimer la guerre scolaire? Il n'y a pas de guerre scolaire dans notre pays, elle n'existe pas. Il y a par contre des pouvoirs publics qui ont renoncé à leur mission de contrôle. Ce qui est frappant, c'est que dans ce contexte-là, le débat se rouvre et l'enseignement privé se retrouve quand même en difficulté. Il y a des acteurs politiques qui mobilisent cette expression de guerre scolaire pour créer un climat de censure. Mais le rapport de force peut les y contraindre, notamment si on est sur les bons arguments. Transparence, fin des privilèges, arrêt des scandales et le fait qu'il y ait plus de mixité sociale dans les établissements privés. Je suis Laurent Fragerman, je suis professeur d'histoire en lycée, je suis également chercheur associé au CERLIS, à l'Université de Paris-Cité. Donc, je suis sociologue et historien des questions éducatives. L'origine de l'enseignement privé sous contrat, elle remonte dans une histoire conflictuelle dès le 19e siècle. C'est l'histoire de la laïcité à l'école et donc des lois scolaires qui mettent en place une école publique et en réaction de laquelle l'Église catholique constitue une école privée. Cette école privée, au départ, n'est pas subventionnée. C'est le cas jusqu'à la loi Debré en 1959, donc aucun financement public. Et elle est constituée parce que pour les catholiques, pour l'Église en tout cas, l'école publique, c'est l'école du diable. Donc il y a vraiment ce conflit religieux contre laïcité très fort qui est à l'origine de ces deux systèmes scolaires. Par la suite, petit à petit, la question de la laïcité scolaire qui était un peu en pointe dans les questions de laïcité plus générale, cette question-là finit par s'isoler. C'est à partir de la Libération, notamment, qu'on le constate. Les tenants de la laïcité scolaire s'isolent parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'Église s'est ralliée à la République, qu'elle a accepté la laïcité de l'État, et donc que petit à petit, la querelle laïque s'apaise. Et donc, dans ce climat-là, la demande des partisans de l'école privée de bénéficier de financement public devient entendable par l'opinion. Vous avez petit à petit les partisans de l'école privée qui obtiennent un écho plus grand, qui vont réclamer, qui vont dire non, on paye des impôts, donc il n'y a pas de raison que cet argent n'aille que pour l'école publique, dans laquelle on n'envoie pas nos enfants. Mais en termes de ce processus, la loi Debré est votée en 1959. Et cette loi Debré, elle est très particulière, c'est une espèce de compromis, parce qu'on ne peut pas avoir, dans une république laïque, comme l'indique sa Constitution, on ne peut pas avoir de reconnaissance d'un enseignement catholique et de la financer. C'est contraire à la loi de 1905. Donc vous avez la mise en place d'un caractère propre des établissements. Ça, c'est pour le côté confessionnel, mais ça peut être pédagogique, ça peut être tout ce que vous voulez, d'un côté. Et d'un autre côté, le respect de la liberté de conscience et l'obligation d'être comme l'école publique, les mêmes programmes, etc. Donc un compromis pour dire désormais l'école privée va être associée au système public, elle va avoir les mêmes programmes, il va y avoir vraiment une unité nationale de ce point de vue-là, mais en échange, vous allez recevoir beaucoup d'argent. Donc, c'est quelque chose qui a été accepté. Donc, la forme juridique de cela, c'est une concession de service public. C'est-à-dire que ce n'est pas un service public, mais ce sont une structure privée qui y contribue. La dépense publique consacrée aux établissements privés monte en flèche. Les crédits du programme 139 sont passés de 7 à 9 milliards en 10 ans.
Certaines collectivités battent des records. En Île-de-France, Valérie Pécresse a augmenté de plus de 450% le montant des dépenses d'investissement qu'elle consacre au lycée privé depuis 2016. Si on remonte sur 40 ans, il baisse dans certains domaines. Actuellement, si on est dans les dernières années, il progresse, mais sur ces 40 années, il a plutôt régressé, notamment dans le second degré, parce que finalement, l'évolution de la société n'allait pas dans ce sens-là. Ce qui progresse beaucoup, par contre, c'est les financements publics. C'est-à-dire qu'on se rend compte, petit à petit, on va élargir à partir de la base de 1959, il va y avoir régulièrement des lois qui sont autant d'avancées législatives pour le privé. Dans les années 1980, début des années 90, il y a eu deux moments où les tenants de l'école privée et de l'école publique se sont affrontés. Dans un cas, ça a été l'échec de la nationalisation. Il y avait un compromis élaboré par Savary, donc c'est une victoire de l'école privée. Et puis, en 1993, c'est à l'inverse une victoire des partisans de l'école publique qui empêche François Bayrou il voulait faire sauter finalement toute limite au financement public des écoles privées, et ça, c'est une grosse mobilisation du public qui l'empêche. Et finalement, on se dit, on est dans le statu quo, match nul. Et en réalité, il n'y a pas de statu quo. C'est ça qui est frappant, c'est que petit à petit, le système privé grignote des parts de financement, des parts de marché. C'est ça qui est intéressant. À partir des années 90, on se dit on va plus y toucher. Et on oublie un peu la question du privé. On se dit ça concerne 17-18% des élèves, c'est marginal. Sauf que petit à petit, on se rend compte. Alors il y a quelques organisations qui continuent à alerter sur cette question, notamment le Comité national d'action laïque. Et la publication, la transparence imposée au ministère sur les indices de position sociale, donc la transparence sur la composition sociale des établissements, met à jour un véritable scandale, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les établissements privés sont de plus en plus socialement composés d'élèves de milieu supérieur. Donc il y a vraiment il y a une prise de conscience de ce point de vue-là, donc le débat n'est plus tellement sur les questions laïques, d'autant plus sur les questions laïques traditionnelles, il n'est plus là, mais il était déjà plus dans les années 90. Donc on va arriver sur cette question. Et on a donc le CNAL, avec l'appui de Pierre Ouzoulias, un sénateur communiste, dépose une proposition de loi demandant justement que le financement des écoles privées soit conditionné à la mixité sociale. Donc on est à un débat qui se déplace, et de son côté, la Cour des comptes, dans plusieurs rapports, dénonce l'impéritie, l'incurie dans le financement de l'école privée. On ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas comment ils sont gérés, ils ne sont pas contrôlés. Et donc, dans une logique plus comptable, la Cour des comptes démontre qu'il y a un véritable souci de ce point de vue-là. Et l'affaire Oudéa Castéra, c'est une affaire qui arrive justement dans ce contexte où elle démontre que finalement, vous avez des gens qui vont décrédibiliser l'école publique, alors même que l'école privée bénéficie de nombreux privilèges. Je pense qu'il y a une prise de conscience actuellement du fait que l'école privée n'est pas quelque chose de complémentaire, d'associé, comme ça devrait être le cas. C'est l'esprit de la loi de 1959. C'est un partenaire toxique qui met à mal l'école publique et qui met à mal, du coup, tout le système scolaire. Vous avez un système qui se développe, surfinancé, qui ne joue pas avec les mêmes règles. Donc, dans ce contexte, sort un rapport très intéressant, élaboré par deux députés, Paul Vannier et Christophe Weisberg, rapport qui porte justement sur ces questions de financement. Un rapport qui nous montre que même la Cour des comptes avait certainement sous-estimé les financements publics alloués à l'enseignement privé. On serait plutôt aux alentours de 11 milliards d'euros, si on prend aussi bien l'apport de l'État que celui des collectivités territoriales, et qui nous montre surtout que c'est un grand flou. Et que les règles de financement classiques, les règles de gestion classiques ne sont pas respectées. Voilà. Donc il y a un vrai appel du pied. L'argent qui est versé par les forfaits d'externat que j'évoquais tout à l'heure, cet argent qui donc sert normalement pour des élèves, pour la scolarité d'élèves, peut être utilisé pour des dépenses de fonctionnement. Tout ça est globalisé dans l'opacité la plus totale. Bon. Donc ça n'est plus possible, et on voit bien, et plusieurs scandales ont montré qu'il y avait des dérives assez graves. Donc ce rapport met en évidence une série de choses qu'on connaissait déjà, finalement, mais il les prouve, il a les moyens de l'État, donc c'est tout à fait intéressant. Ce qui est difficile, c'est que, évidemment,
tous les établissements privés ne relèvent pas de ces catégories. Il ne s'agit pas non plus de jeter l'opprobre sur tous ces établissements, et notamment sur tous les personnels qui y travaillent, dont beaucoup... c'est d'ailleurs de l'intérieur du système scolaire privé que viennent des alertes. Alertes qui ont nourri le travail de ces parlementaires. Je pense notamment au scandale des heures de cours rognées, 50 minutes au lieu de 55 minutes, qui sont donc redispatchées. Le scandale des maîtres dans l'enseignement privé, auquel on impose, dès le recrutement, 1 heure de cours supplémentaires gratuites pour assurer des activités religieuses. Donc, tous ces scandales émergent, y compris venant d'acteurs de l'enseignement privé, parce qu'il y a une demande un peu de remise en cause. Je pense qu'il y a un des points intéressants, les plus novateurs de ce rapport, concerne les familles. Parce que finalement, on est rentré, c'était la formule de Robert Ballion, dans une logique de consommateur d'école. Et c'est ce qui d'ailleurs a permis à l'enseignement privé de se pérenniser. Parce qu'au fond, un enseignement à 95% catholique est un peu en décalage dans une société sécularisée très largement. Donc ce qui fait que l'enseignement privé reste puissant, ce sont plus ces raisons religieuses, on l'a dit. Mais ces consommateurs d'école, ils n'ont pas d'association de consommateurs pour les défendre. Et ça porte, prenons quelques exemples que le rapport met bien en évidence. Les conseils de discipline, les questions disciplinaires, c'est le chef d'établissement, et uniquement lui, dans le privé, qui prend la décision. Il n'y a pas les mêmes règles que dans le public. Et vous avez quand même, c'est assez extraordinaire, vous n'avez pas de respect du contradictoire, en tout cas pas obligatoirement, ça dépend de sa bonne volonté. Le respect du contradictoire, le fait que les principaux concernés soient entendus, etc., tout ça relève de la pure décision du chef d'établissement. Donc c'est profondément scandaleux. Et les évictions importantes, 3 fois plus importantes dans le privé que dans le public, les évictions d'élèves en cours de scolarité, en cours de cycle, ce qui est interdit normalement par la loi, ces évictions-là, qui permettent finalement d'afficher des taux de réussite faramineux, bien sûr, puisque tous les élèves en difficulté ont été écartés auparavant, eh bien, ce processus-là va profondément contre les droits des usagers, et le rapport demande à juste titre qu'on y mette terme. Je rappelle que, par exemple, il y a 2 fois moins d'ULIS, de dispositifs pour l'inclusion, dans les établissements privés que dans les établissements publics. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu plus compliqué, ça relève du système public. Les élèves écartés par l'enseignement privé se retrouvent tout naturellement dans le système public. Donc vous avez là un effet de sélection sans contrepartie qui est manifestement exagéré et qui permet donc d'afficher une réussite plus importante. Là-dessus, je pense que d'ailleurs l'opinion publique, les Français sont abusés. Il y a une forme de mirage de l'enseignement privé. On voit dans tous les sondages, ils pensent que l'enseignement privé est plus efficace. C'est évident puisqu'il sélectionne ses élèves, que c'est donc un public qui est plus adapté, qui est plus sensible aux normes scolaires, de comportement, de travail, etc. Et donc, quand on voit ces avantages comparatifs incontestables du privé, on imagine que même les enfants de milieu populaire qui sont encore dans le privé, il y en reste, ceux-là vont avoir des résultats mirifiques. Eh bien non. Ils ont plutôt des résultats, c'est PISA qui nous le dit, et c'est aussi l'ADEP, le service statistique du ministère, nous le dit, les résultats à milieu social comparable sont inférieurs. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que c'est un système qui sous-performe, qui est moins efficace du point de vue de la mixité sociale, alors qu'il a de meilleures conditions. Vraiment, je crois que le maître mot en ce qui concerne le financement de l'enseignement privé et de ses pratiques plus générales, c'est l'opacité. Et je pense qu'il a lui-même intérêt d'ailleurs à clarifier les choses à l'heure de l'open data, de la transparence. Je pense qu'il ne pourra pas éternellement rester dans cette situation. Le manque de contrôle est flagrant quand même. De ce point de vue-là, il y a un autre rapport qui est paru en même temps, c'est le rapport de mesdames Untermeyer et Morel sur la mobilité sociale, qui relève l'effet négatif, l'impact négatif de l'enseignement privé sur la mobilité sociale des jeunes. Et ce rapport, dans un de ses titres, nous dit n'y a-t-il pas une ingénuité de l'administration? Il se pose la question. Finalement, l'administration fait confiance. Un des problèmes, c'est le manque de gradation, c'est que du coup, on a une administration qui n'a pas les capacités pour contrôler réellement ces établissements et qui du coup, soit
rompt le contrat, ce qui ne s'est quasiment jamais vu, soit se sert de cette menace pour essayer d'entrer dans une négociation harmonieuse. Bon, il faudra passer par autre chose. On voit bien dans ce manque de contrôle qui est avéré que du coup l'administration n'ayant pas les moyens, au rectorat et dans les DAZEN, ils n'ont pas les moyens de savoir ce qui se passe réellement. Donc quand un établissement dysfonctionnant leur est signalé, eh bien ils entrent dans un processus de négociation, de discussion. Ils ont officiellement la menace de la rupture du contrat, c'est à peu près leur seule arme actuellement, mais c'est tellement rare, c'est l'arme atomique, donc c'est difficile en réalité, c'est peu dissuasif. Il faudrait donc, comme le précise le rapport, créer toute une échelle de sanctions. Mais soyons clairs, ça n'est de toute façon valable que si on est dans un système où il y a la volonté politique et administrative de vraiment plus contrôler ce qui se passe dans l'enseignement privé. Si vous voulez, moi je veux bien qu'on nous tape dessus à longueur de journée, ce qui est le cas depuis quand même un certain nombre de jours, mais il faut quand même être juste. On a un rapport à charge où on est dans la suspicion permanente, où on emploie des termes il n'est pas possible d'exclure, des possibilités, etc. C'est-à-dire que sur quelques témoignages, on généralise. Aujourd'hui, j'ai des communautés éducatives dans la France entière qui souffrent. Il est logique que l'enseignement catholique, que Philippe Delorme n'apprécie pas le rapport en question. En fait, dans cette séquence, il hésite. On l'a vu à un moment donné ne pas réagir, notamment au moment de l'affaire Oudéa-Castéra. Il s'est mis en retrait médiatique et puis il s'est rendu compte qu'il était obligé d'intervenir. Je crois que sur le fond, la réaction de l'enseignement catholique montre que celui-ci est maximaliste. Il est maximaliste parce qu'il refuse toute analyse, il refuse toute amélioration de son système. Ces améliorations qui sont des améliorations de droit commun demandées par le rapport. Qu'il conteste une partie de l'analyse du rapport, pourquoi pas? C'est logique, c'est le débat. Mais refuser de rentrer dans le droit commun, c'est quand même problématique. On voit bien que l'enseignement catholique n'est pas du tout dans une position de conciliation. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'échec de la tentative de Pape Ndiaye, malheureusement. Donc, ils sont dans cette logique-là de non-conciliation et ils espèrent bien, ils demandent toujours plus. La réaction globale de l'enseignement privé, c'est de dire non à la guerre scolaire. C'est le grand argument. J'ai envie de dire, la guerre scolaire, historiquement, elle a eu lieu au début du XXe siècle, quand, pour mettre en place la laïcité, les congrégations étaient fermées, c'était des associations religieuses, des milliers de personnes ont été expulsées, vous avez eu des mesures très strictes, un peu liberticides de la République, pour mettre en place la laïcité. Donc la guerre scolaire, c'est dans ce cadre-là. On n'y est pas. Il n'y a pas de risque, on ne va pas rouvrir ça. D'un autre côté, ce serait quoi la guerre? Ce serait des Samuel Paty victimes? Non, il n'y a aucun risque de mort, il n'y a aucun risque. Donc on est bien dans l'hyperbole, on est bien dans un fantasme. La seule chose qui puisse arriver, c'est un débat démocratique. Et moi, je trouve ça normal. Évidemment que les partisans de l'école privée, si celle-ci se voit menacée, se mobiliseront. C'est logique, mais on aura un débat démocratique. Je ne vois pas en quoi on devrait le craindre, en quoi ça poserait problème. Il n'y a pas de guerre scolaire dans notre pays, elle n'existe pas. Il y a par contre des pouvoirs publics qui ont renoncé à leur mission de contrôle. Il y a une école publique qui s'effondre. Et il y a des inégalités sociales et scolaires qui explosent entre les écoles privées et les écoles publiques. Par contre, il y a des acteurs politiques qui mobilisent cette expression de guerre scolaire pour créer un climat de censure, pour empêcher la discussion, pour l'interdire, pour la présenter comme voulant conduire au pire, et qui veulent au fond prolonger une sorte d'omerta politique. Elle dure depuis 40 ans dans notre pays, depuis 1984, depuis le projet de loi Savary, et pendant 40 ans, cette omerta, elle a interdit littéralement tout questionnement, tout débat. Et je sens que du côté de la droite et de l'extrême droite, il y a la volonté que le silence continue à régner. Je crois que, justement, si les partisans de l'école privée nous disent « attention à la guerre scolaire », c'est parce que être tapis dans l'ombre leur convient. Finalement, la semi-clandestinité les arrange parce qu'on n'était pas dans une situation de statu quo. Donc,
je pense que le plus grand risque pour le camp laïque, ce serait de ne rien faire et de laisser faire les choses. Un risque, ne serait-ce que parce que le système scolaire, dans son ensemble, est miné. Par ailleurs, j'ajouterais que ce qui rend la situation compliquée pour les partisans de l'école publique, c'est qu'on a à nouveau une petite dissociation entre laïcité d'État et laïcité scolaire. Vous avez des gens comme Jean-Michel Blanquer qui étaient très offensifs sur la laïcité en général, qu'on a pu qualifier de réactionnaire, et qui en même temps n'ont pas favorisé l'école publique, loin de là. Donc on voit bien qu'il y a une petite dissociation. En même temps, il faut être clair, l'école publique a un état d'esprit différent, c'est ce qui fait sa force, c'est l'école de la République. Je rappelle quand même, parce que quelquefois on nous dit « Ah, l'école privée, en fait, ça fait partie du système, c'est une école publique bis finalement, c'est le service public d'éducation. » Non, ils sont associés, ils ne sont pas membres de ce service public-là. Rappelons-nous les lois fondatrices, les lois de Jules Ferry. L'école doit être laïque, gratuite et obligatoire. En quoi ça correspond à l'école privée ? En rien. Donc l'école privée n'est pas sur les valeurs de la République et je pense que le camp laïque, le camp de l'école publique ne doit pas abandonner cet aspect. Dans le débat actuel sur une des grandes forces de l'enseignement privé, c'est le fait que les Français sont de plus en plus négatif, pessimiste sur l'état de l'école en général. Il y a eu pendant longtemps une sous-estimation du problème. Et là, vraiment, j'insiste dessus, on se rend compte que l'enseignement privé est devenu toxique. Et je prendrai par exemple un seul exemple, un sondage au Doxa. Doxa m'a donné les tri croisés de ce sondage. C'est un sondage qui montre à la fois que les Français massivement pensent que l'enseignement privé est plus efficace. J'ai dit que ce n'était pas la réalité. Par contre, quand on demande aux Français est-ce que vous voulez l'enseignement privé soit moins financé, voire pas du tout ? Eh bien là, on est à 50-50 au plan national. Vous avez une partie de la population qui, face à la crise de l'école publique, face aux problèmes de violence, face aux problèmes d'incivilité, se dit « je n'ai pas d'autre choix que d'aller dans le privé ». Ce n'est pas quelque chose dont ils rêvent. Et de ce point de vue-là, l'enseignement privé n'est pas si fort que ça, parce que il ne correspond pas à un rêve, mais il correspond... Alors, c'est un rêve en termes d'efficacité. Clairement, on voit que sur tous les sondages montrent que c'est un marqueur politique. Les électeurs de gauche sont beaucoup plus favorables à l'école publique, les électeurs de droite beaucoup plus défavorables. Et on constate d'ailleurs que les électeurs du Rassemblement national, qui sont de milieux plus populaires, sont plus favorables à l'école privée parce qu'ils espèrent plus en elle. Il y a une espèce de mirage dans cette fraction de la population. Et aussi parce que, évidemment, on souhaite de l'entre-soi. L'entre-soi, soit dans le cas du Rassemblement national, on peut imaginer pour avoir une population moins immigrée, et plus globalement, l'entre-soi social, l'affaire Oudéa-Castéra était l'exemple parfait. Donc, le grand risque, effectivement, c'est qu'avec ce développement de l'école privée, les multiples privilèges dont elle bénéficie, c'est qu'on arrive à un système à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a un cercle vicieux qui s'est mis en place. Plus vous avez évitement scolaire, vers le privé notamment, plus les établissements publics sont ségrégés, plus ils sont en difficulté, plus ils sont répulsifs. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une mécanique qui s'est mise en place ou qui crée des effets sur le long terme. Ça, c'est le premier aspect. Et donc, bien sûr que le système public n'est pas parfait, et il est évident que dans une société profondément stratifiée, profondément inégalitaire, vous n'avez pas la même école publique dans le 93 ou dans le 15e arrondissement de Paris. Cela étant, justement, le grand problème avec l'école privée, c'est que vous avez là un système qui va démultiplier cela. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye de réduire les écarts au nom des valeurs républicaines, ou est-ce qu'on tolère, est-ce qu'on officialise un système qui va ouvertement être sur des valeurs communautaires et élitistes ? C'est quand même pas un détail. Ce qui est frappant, en fait, c'est que depuis 7 ans, on a clairement un gouvernement, Emmanuel Macron le premier, qui à la fois qui est représentant de l'école privée et qui la défend activement avec sa femme en plus, ancienne professeure d'école privée, qui joue un rôle essentiel. Et ce qui est frappant, c'est que dans ce contexte-là, le débat se rouvre et l'enseignement privé se retrouve quand même en difficulté. Donc, il ne faut rien attendre, évidemment, du gouvernement et du président, mais le rapport de force peut les y contraindre, notamment si on est sur les bons arguments, c'est-à-dire sur les bons termes du débat, c'est-à-dire, je les répète pour les résumer, transparence,
fin des privilèges, arrêt des scandales et le fait qu'il y ait plus de mixité sociale dans les établissements privés.